Bienvenue dans ce premier épisode d'analyse de portefeuille en direct de mes abonnés. Donc pour rappel, j'avais proposé à mes abonnés sur Instagram de me partager leur portefeuille, leur stratégie, leur situation pour que je puisse donner un avis en direct. Et je pense que le concept de la vidéo sur YouTube, ça peut être hyper enrichissant parce qu'il y a plein de gens qui vont avoir peut-être les mêmes blocages, peut-être les mêmes questions et qui vont pouvoir trouver leurs réponses. Je précise aussi que c'est un avis qui est purement subjectif, c'est une opinion qui n'engage finalement que moi, mais je pense vraiment que ça pourra potentiellement aider ou en tout cas ajouter une petite pierre à l'édifice de chacune des personnes justement qui a postulé pour voir son portefeuille un peu challenger tout ça. Donc c'est un concept aussi qui existe déjà sur YouTube, j'ai rien inventé. Il y a Finari qui fait ça très bien pour l'analyse de patrimoine. Je crois qu'il y a pas mal d'autres YouTubeurs qui font ça aussi et c'est probablement très très bien fait. Là l'idée c'est plutôt d'axer ça sur l'aspect bourse qui est plus mon expertise, même si bien sûr s'il y a un gros patrimoine qui a plein d'autres choses, j'apporterai aussi mon avis dessus. Mais c'est voilà, vraiment de te partager tout ça en toute transparence. Et je te propose qu'on commence avec le premier candidat qui est Maxime. Donc Maxime nous a partagé sa situation. Maxime, 24 ans, étudiant en dernière année d'école informatique en alternance depuis 4 ans. J'ai eu des jobs d'été et j'ai hérité d'une somme d'argent étant jeune. Aujourd'hui, cela me fait 19 000 euros. J'ai retiré la moitié de cette assurance vie afin d'investir en DCA chaque mois. Je gagne 1700 euros par mois avec l'alternance et j'investis mensuellement entre 600 et 800 euros par mois en prenant de l'argent sur cet héritage. J'ai bien évidemment un matelas de sécurité. Je suis globalement pas dépensier. Je paye des charges fixes comme un loyer, charges, électricité, eau, gaz, assurance, moto, l'assurance de la moto, des abonnements Spotify, Canal+, téléphone, internet, Apple Fitness+, l'essence de la moto, j'utilise seulement quand je vais à l'école et pas les week-ends en hiver. Je ne sors jamais la semaine, 3 restaurants par mois grâce à la carte ticket restaurant. Le week-end, je me fais rarement des petits plaisirs. J'adore les pâtisseries. Bah, moi aussi, j'adore les pâtisseries, clairement. Objectif long terme et être libre financièrement, évidemment, afin de ne pas être dépendant d'un seul revenu. Objectivement, j'aimerais aux alentours des 45-50 ans, mais je pense que je rêve encore. Et bah tiens, ça c'est très intéressant. De plus, je suis en cours de création d'une SAS avec un ami pour de la prestation de services, création d'applications web. Bah bravo, franchement bravo, tu as mon Finari, mon cash flow, j'espère ne rien avoir oublié. Bah déjà bravo pour ça, c'est assez fou en fait de voir ça, c'est très inspirant. À 24 ans, beaucoup de maturité, ça se voit dans la rédaction et dans la gestion de l'argent. Pas de dépenses, donc c'est assez cool. Je te propose qu'on commence tranquille avec les dépenses. On va faire ça, un petit plein écran. Hop, ça c'est mon Notion à chaque fois que j'utilise pour mes vidéos YouTube. Donc, j'adore cette vision-là, ce graphique-là, je sais pas comment il s'appelle ce truc-là, mais j'adore ce type de graphique-là. Donc en gros, tu as tout ton salaire, ce qui te fait un budget total de 1 866 euros. OK, très bien. Il y a 800 euros qui partent dans des investissements sur les 1 800, ce qui est énorme. Donc entièrement actions, CTO ou PEA. Tu as 400 euros pour ton logement, très bien. Ta vie quotidienne, c'est 170 euros, donc ça, c'est assez incroyable. Franchement, c'est fou que tu arrives à vivre avec ça. Bravo. 210 euros d'abonnement, donc OK, tac, tac, tac. Alors, voilà, moi, je vais pas revenir sur les abonnements, tout ça. Je vais partir du principe que tu sais parfaitement ce que tu fais, que tu as déjà tout optimisé et qu'il n'y a pas d'autres choses à optimiser là-dessus. Et des plaisirs aléatoires de 30 euros. Donc, déjà, moi, je trouve ça assez impressionnant, pour être honnête, que tu n'aies que 30 euros de loisirs par mois. Je sais pas si c'est quelque chose qui est tenable sur le long terme, mais si c'est quelque chose que tu arrives à tenir, bah franchement bravo pour ça parce que c'est assez fou en fait d'avoir un si petit loisir. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui en avait qui était aussi sobre en termes de loisirs. Donc bravo pour ça. Maintenant, voilà, c'est possible que je sais pas à l'avenir peut-être tes loisirs augmentent. Peut-être pas, donc à toi de nous dire, n'hésite pas à le dire en commentaire, mais c'est assez fou. L'idée, c'est aussi que ce soit durable pour l'investissement parce que c'est ça ce qui va tout changer. Donc sur l'allocation enfin sur ton épargne, bah, j'avoue que j'ai pas grand-chose à dire parce que c'est assez impressionnant. On va plutôt regarder la partie investissement et donc tu m'as envoyé ton Finari que j'ai ouvert sur cet onglet-là. Donc je suis pas encore allé faire un tour, j'ai simplement ouvert le lien. Donc d'ailleurs, je suis très bluffé par l'interface de Finari qui a quand même, comment dire, glow up comme on dit, et qui est quand même vachement plus carré que quand moi j'avais commencé à tester l'application il y a pas mal de temps maintenant. Donc je vois que tu as des cryptos, du Solana, Ethereum, Avalanche, Polygon, XRP, Fetch AI, ok. Tu as combien en crypto? Tu as 1158 euros en crypto, ce qui revient, je pense qu'ils doivent le mettre là, voilà.
Voilà, ce qui revient à 3% de ton patrimoine. C'est pas du tout déconnant. Moi, je trouve que c'est voilà, c'est une bonne répartition. 5 à 10% de risque dans des cryptos, surtout dans la construction de richesse. Je trouve que c'est très bien. C'est pas du tout trop risqué. Ensuite, tu as des comptes bancaires. Donc, ok, 1000. Donc voilà, j'imagine que ça, c'est les comptes. Tu as des fonds euros. Ok, donc 9000 euros en fonds euros. Donc ça, c'est l'assurance vie, je pense, dont tu me parlais tout à l'heure. Donc tu m'as dit que tu retirais une partie de cette assurance vie. Est-ce que tu retires tout ou est-ce que tu vas laisser ces 9000 euros en fonds euros? Parce que 9000 euros en fonds euros, le fonds euro, ça rapporte presque rien, c'est une épargne euh, qui est garantie, certes, mais avec des rendements qui ne sont pas non plus exceptionnels. Et donc, quel est l'objectif de garder ces 9000 euros sur le fonds euro? Déjà, si tu les gardes, ça c'est très important parce qu'en fait, il y a vraiment un gros calcul d'opportunity cost à faire là-dessus. Donc au niveau des fonds euros, c'est très important de savoir ce que tu en fais. Parce que parfois, on va se dire, oui, mais bon, au pire, je les laisse, je verrai bien ce que ça fait, et au pire, ça me fait un petit peu d'épargne, etc. Mais comme tu m'as dit que tu avais une épargne de sécurité, j'imagine, sur tes livrets, voilà. Tu as déjà 16 000 euros d'épargne de sécurité sur tes livrets. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'avoir ces 9 000 euros en fonds euros? C'est une vraie question que je pose. Est-ce qu'il y a un objectif, en fait, derrière? S'il n'y a pas d'objectif, il y a vraiment un vrai calcul d'opportunity cost à faire. Parce que 9000 euros, imaginons que ça te rapporte 3% en fonds euros. C'est pas le rendement historique ces dernières années des fonds euros, mais à long terme, imaginons que ça te rapporte 3%. Et donc, tu as 24 ans, tu vas investir jusqu'à tes 50, donc, enfin 45-50, mais bon, on va dire 50 pour faire très simple. Ça te ferait 19 000 euros au bout de, à tes 50 ans. C'est 9 000 euros seul. Je ne parle pas de tous les autres investissements que tu as. Maintenant, ces 9 000 euros-là, si tu les investis, ne serait-ce qu'imaginons à 8% en bourse, ils te feraient 66 000 euros. Ce qui veut dire qu'en gros, tu aurais plus de 45 000 euros de différence avec une décision. Et très souvent, on se dit, oui, bon, c'est pas grave, c'est de l'argent que je laisse, au pire, on verra bien ce que ça donne ou quoi. Mais en fait, il y a déjà dans cette petite somme, entre guillemets, il y a déjà beaucoup à aller chercher. Et donc, c'est une vraie question que j'ai. Est-ce que ces 9000 euros, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais est-ce que ça fait partie justement de l'épargne que tu mets régulièrement en DCA, ou est-ce que c'est justement la moitié que tu vas laisser en assurance vie? Et je pense qu'il y a une vraie question à se poser là-dessus. Faut pas oublier que les fonds euros, c'est imposé, hein, donc c'est du rendement garanti, mais c'est imposé. Donc, quitte à être imposé, autant ouvrir soit un LDDS, parce que ça va être à peu près les mêmes rendements, sauf que c'est pas imposé, un LEP, si tu es éligible. Je pense qu'il y a possibilité que tu sois éligible. Donc voilà, il y a vraiment une question à se poser au niveau de l'opportunity cost. Ensuite, au niveau des actions, parce que c'est ce qui va nous intéresser. Donc ok, là il y a la répartition, etc. Je découvre en même temps un petit peu Finari. Ok, compte titre, on va commencer par le PEA. Donc un PEA chez Boursorama, enfin Boursobank, un compte titre chez Trade Republic, donc c'est bien, hein. Air Liquide, ok, très bien. Donc je regarde aussi la valeur totale. Voilà, la valeur totale. Ok, c'est trié par valeur, super. Donc Air Liquide, c'est la plus grosse ligne de ton portefeuille. Tu as LVMH aussi, qui est une des plus grosses lignes de ton portefeuille. Un Amundi MSCI World, Total Energy, BNP, L'Oréal, AXA, un Emerging Market et un S&P 500. Alors ça, c'est quelque chose que je vois très souvent, et je pense que très très souvent dans les analyses de portefeuille, c'est ce que je vais voir. L'objectif, c'est que je ne vois plus ça dans les analyses de portefeuille, c'est la redondance. En fait, on va avoir de la redondance entre le S&P 500 et le MSCI World. Donc là, tu as environ, on va dire, 1500 investis qui sont sur le MSCI World, à peu près 115 euros investis sur le S&P 500. Mais dans le MSCI World, tu vas avoir, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, 70% du MSCI World qui est composé d'actions américaines. Et donc finalement, c'est comme si je te dis, tu achètes 30 actions, genre Total, Air Liquide, LVMH, Hermès, etc. 30 actions françaises, des grosses capitalisations, et à côté, tu achètes le CAC 40. En fait, ça revient au même. Si tu achètes le CAC 40 et que tu achètes un ETF Europe, tu vas avoir de la redondance. Tu vas avoir des choses qui reviennent. Et donc, ça vaut pas le coup. En fait, il vaut mieux concentrer ses investissements dans un seul endroit. C'est comme, moi, l'exemple que j'avais pris. Attends, je vais mettre pause à cette vidéo, je vais te montrer l'exemple. Pour te prendre un exemple, on va dire qui parle, c'est comme si tu allais en soirée et que tu prenais un assortiment de curly, donc curly original, fromage, tomate, et qu'en plus de ça, tu prenais un paquet de curly original. En fait, c'est redondant. C'est-à-dire, est-ce que tu prends l'un ou l'autre? Est-ce que tu préfères uniquement curly original
parce que certes, c'est un peu plus risqué parce que peut-être c'est pas le goût que les gens préfèrent, ou alors tu préfères prendre de tout, mais potentiellement on est frustré parce qu'on aurait aimé avoir plus de curly original. Et ben c'est exactement la même chose quand tu as ces 2 ETF, c'est de te dire: «Bah, lequel je choisis finalement?» Ensuite, au niveau des actions que tu as sur ton PEA, je sais pas du tout pour quelles raisons elles sont choisies, mais il y a des actions selon moi qui sont de meilleure qualité que d'autres. On a un LVMH pour moi qui est de très, très bonne qualité dans les large caps, qui est vraiment très, très bien. L'Oréal pareil qui est de très bonne qualité, selon moi encore une fois. Même si, voilà, ça a été un peu plus compliqué, on va dire, cette année. Après pour ce qui est de BNP, et d'AXA, on est sur un secteur qui est très compliqué à analyser, qui est le secteur banque et assurance et c'est un secteur qui est très, très compliqué à analyser. Donc moi, vraiment, ma question, c'est est-ce que tu as analysé ces entreprises ou pas? Parce que c'est très important d'analyser la qualité, surtout quand tu fais du stock picking à long terme. Total Energy, on est sur une entreprise bon père de famille qui est de bonne qualité aussi. Et donc voilà, vraiment la question, c'est quel rendement tu vas aller, chercher? Quel est l'objectif de ton portefeuille? Est-ce que c'est de réduire le risque un maximum et donc dans ce cas-là, des large caps bien implantés ou alors carrément des ETF, S&P 500, MSCI World ou quoi que ce soit? Ou alors c'est d'aller chercher un petit peu cette performance et donc ce cas-là, il vaut mieux en France, en plus, on a de très, très belles small caps, donc potentiellement éligibles au PEA. Ensuite, au niveau du compte titre, donc tu as du Nvidia, bravo, je vois qu'il y a une je vois qu'il y a une belle plus-value. Nvidia, je sais pas à combien est le PER, on va regarder, hein. Nvidia, PER, Nvidia, on va mettre stock, on va voir le PER tout de suite. Voilà, on a un PER aujourd'hui de 73. Personnellement, je trouve que c'est très cher pour Nvidia. Je prendrais clairement pas le risque d'acheter Nvidia aujourd'hui, mais bravo parce que je vois que tu as une belle, belle plus-value sur Nvidia. Broadcom, Microsoft, Apple, donc beaucoup de tech, Amazon, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de tech. Voilà, AMD, ok, SML, Shopify, Spotify, Alphabet, donc il y a du AXA, L'Oréal, ça je vais en parler juste après, Visa, ok, 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 donc là il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises, ça a combien d'investis? 7 000 €, d'accord. Alors, donc il y a plusieurs choses. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail de chacune de ces entreprises. Il y a 2 choses principales que j'aimerais dire. Je vois que tu as du cash, donc la liquidité, pourquoi pas. 3 choses que je veux dire. Premièrement, il y a des entreprises françaises. Ça, c'est pareil, c'est redondant. Surtout que tu as du Air Liquide sur, Trade Republic et tu as du Air Liquide sur ton PEA. Donc les entreprises qui sont françaises, les entreprises qui sont européennes et qui sont éligibles au PEA, il faut vraiment les acheter sur le PEA. En fait, le PEA, c'est une niche fiscale qui est hyper avantageuse, hein. Pas que pour l'aspect, on va payer 2 fois moins d'impôts parce qu'on paye que les cotisations sociales, mais aussi parce que tous les dividendes ne sont pas fiscalisés tant que tu ne retires pas. Toutes tes plus-values ne sont pas fiscalisées tant que tu ne retires pas. Et ça fait vraiment marcher les intérêts composés. Donc le PEA, c'est très puissant. Ça ne veut pas dire qu'il faut investir que sur un PEA, tu as eu raison d'ouvrir un compte titre, mais tout ce que tu peux acheter sur le PEA, il faut l'acheter sur le PEA. Et donc là, je vois du Air Liquide, du Thales, du Engie, du Eiffage, du Sanofi, etc. Donc quand même beaucoup d'entreprises françaises. Et donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que pour moi, il y a trop d'entreprises. Il y a vraiment trop d'entreprises. Est-ce que sincèrement, tu as analysé toutes ces entreprises? Et quand je dis analyser, c'est-à-dire, tu connais tous leurs ratios, tu as lu les éléments financiers et tu as lu les rapports annuels. Parce que lire le rapport annuel, moi je peux te le dire parce que je le fais, hein, lire le rapport annuel d'un Apple ou d'un Alphabet, c'est... Ça prend la tête hein, quand même, hein. Donc, est-ce que tu as lu le rapport annuel de Shopify, de Spotify, de Chevron, etc., etc., etc. Chevron, pardon. Est-ce que tu as lu ces rapports annuels-là? Est-ce que tu as lu les éléments financiers? Est-ce que tu as lu, analysé les rapports? Parce que vraiment, on ne pourra pas malheureusement rentrer dans le détail de chacune de ces entreprises, mais c'est très important. Personnellement, moi, je suis contre la surdiversification. Je suis beaucoup plus pour la concentration. Et donc, le fait d'avoir, si tu fais du stock picking, si tu investis dans les ETF, c'est autre chose. Investissement programmé, si tu es chez Trade Republic, ETF, tu te prends pas la tête, et DCA, etc. Si tu fais du stock picking, que tu veux connaître les actions, les entreprises dans lesquelles d'investir, que tu vas aller chercher plus de performance, il faut faire ce travail. Et pour moi, on peut pas faire ce travail sur 40 entreprises, donc je sais pas, il y en a combien, mais beaucoup en tout cas. Tu peux déjà commencer à faire ce travail sur 5, 6, 7, 8 entreprises. Ça, c'est largement atteignable, c'est largement possible. Et donc, ça va déjà te permettre de concentrer tes investissements, chercher uniquement les meilleurs. Tu vois, là, tu as beaucoup d'entreprises tech, tu vois. Quelle est vraiment l'entreprise tech américaine en plus qui te fait vibrer, où tu penses que tu vas pouvoir aller chercher une forte croissance, ou alors que tu penses qu'elle est bien implantée, ou alors que tu penses qu'il va te verser beaucoup de dividendes, etc. Laquelle dans laquelle tu crois vraiment? Et moi, personnellement, je réduirais le nombre de lignes. Surtout que quand tu regardes certaines des lignes,
bah, en fait, finalement, bah, tu prends LVMH, il y a 13,93 € chez LVMH. Donc ça, je pense que c'est typiquement de l'investissement programmé. 13,93 €, même si demain LVMH faisait x5, même si ça faisait x5, tu gagnerais 60 €. Tu vois? Donc, même si tu avais pris une super bonne décision sur LVMH et qu'elle fait x5, ce qui est énorme, x5, c'est 400%, c'est colossal. Et bah, finalement, ça te rapporterait 60 €, ce qui est pas exceptionnel. Alors que concrètement, je crois que sur ton PEA là, voilà, là, si LVMH fait x5, on parle de milliers d'euros, ça n'a rien à voir. Donc là, on parle de 8 000 €. Et donc là, c'est OK. Là, tu te dis: «OK, j'ai pris une décision qui m'a potentiellement rapporté 8 000 €, ça n'a rien à voir». Donc ma vision, c'est concentre tes investissements. Moins d'investissements, plus, optimisé. Cherche plus à analyser les entreprises et tu vas vraiment avoir un portefeuille qui va être très intéressant parce qu'en plus, tu investis de beaux montants et ces beaux montants-là, ils vont te permettre vraiment d'aller chercher de beaux résultats à long terme. Et je vais terminer là-dessus. Je crois que c'est là. Tu as dit que tu mettais entre 600 et 800 € par mois, pour investir. Donc imaginons et que tu cherchais à être voilà, que tu cherchais à être dépendant, d'un seul revenu aux alentours des 45-50 ans, mais tu penses que tu rêves. Donc moi, l'idée, c'est pas le rêve et l'espoir, j'adore ça, mais je pense que c'est toujours bien de le mesurer. Je suis aussi très pragmatique là-dessus et je pense que quand on mesure et quand on a une idée claire, on fait les choses très sérieusement et l'idée, c'est vraiment d'aller voir si c'est possible, que tu atteignes, bah, ce fameux un seul revenu. Donc je vais te montrer, imaginons le scénario où tu investis 600 € par mois. Donc on va partir du principe que là, tu as combien investi en bourse? Tu as déjà 12 800 € investis en bourse, donc on va commencer avec 12 800. Hop, que tu investisses 600 € par mois et que tu l'investisses, du coup, tu as 24 ans, donc pendant 21 ans déjà. Pendant 21 ans, tu l'investis, imaginons, à 7. D'accord? Ce qui te revient dans 21 ans à 600 € par mois avec ce que tu as déjà en bourse, ça te revient à 388 000 € de patrimoine, sachant qu'il faudra prendre en compte l'inflation et les impôts, mais c'est pour te donner déjà une idée. Ce qui te reviendrait dans 21 ans, donc ce n'est pas la même somme qu'aujourd'hui, hein, avec l'inflation, mais ça te reviendrait à 1 293 € par mois, ce qui est, je trouve, déjà pas mal. Ce qui est pas mal. Maintenant, on va voir comment on peut bien sûr améliorer tout ça. La première des choses, c'est que tu as dit 45-50 ans. Donc déjà, si on va jusqu'à 50 ans, on met 26 ans ici. Et là, on a 587 000 €, ce qui reviendrait à 1 957 € par mois, ce qui commence à être un montant qui est intéressant. Donc, comment je calcule ça? C'est avec la règle des 4%. Donc, je pars du principe que tu vois, tu gagnes 7% sur ton capital chaque année, et nous, on va venir retirer 4% que tu vas répartir dans différents mois. Si tu veux, je te ferai une vidéo complète là-dessus, mais je pense que, à mon avis, ça doit vraiment exister sur YouTube, plein de vidéos sur la règle des 4%, tu peux trouver ça facilement. Maintenant, imaginons du coup le meilleur des scénarios, c'est-à-dire jusqu'à 50 ans et tu investis 800 €. Donc ça, 800 € par mois, et ben là, on arrive à 758 000 € de patrimoine, ce qui te reviendrait à 2 500 € par mois. Auquel, attention, encore une fois, il faut toujours soustraire l'inflation et les impôts. Mais c'est quand même, ça te reviendra à un beau montant par mois. Et donc là, on a déjà un scénario qui est quand même vachement intéressant. Et c'est dans ces moments-là que tu peux vraiment te remercier d'avoir commencé aussi jeune à investir parce que tu vas avoir des rendements qui sont exceptionnels. Maintenant, le dernier levier sur lequel tu vas pouvoir jouer, c'est l'optimisation de tes investissements. Aujourd'hui, imaginons que tu investisses à 7%. Enfin, 7%, c'est une moyenne, hein, dans le temps. Tu peux avoir fait moins jusqu'ici, tu peux avoir fait plus. L'idée, c'est plutôt une moyenne. Si tu investis à 7%, c'est les résultats que tu vas avoir. Imaginons maintenant qu'on passe ça à 10%. À 10%, on a 1 256 000 € de patrimoine. Ce qui te revient à 4 188 € par mois. Ça, c'est assez dingue enfin, c'est fou en fait. C'est là que tu te dis, ok, les intérêts composés, c'est vraiment quelque chose de taré. Maintenant, imaginons qu'on monte encore ce taux d'intérêt et qu'on l'optimise au maximum, au maximum. On va pas se dire de 18%, du 15%, quoi que ce soit, mais imaginons à 12%. Si tout le monde a 12%, ça te fait 1 780 000 € et ce qui te reviendrait à 5 900 € par mois. Donc 5 900 € par mois, je pense que même si tu retires l'inflation et même si tu retires les impôts, tu vis très bien à tes 50 ans. Donc voici vraiment ce qui est possible de faire. Donc oui, pour te répondre, c'est possible.
effectivement, c'est possible. Tu as déjà commencé à investir. Là, il faut juste que tu optimises un petit peu tout ce que tu fais. Tu continues d'avoir cette allocation de capital très agressive. Mais là, tu as vraiment cette possibilité, effectivement, mathématiquement et de manière pragmatique, d'atteindre vraiment les résultats que tu veux rechercher. Donc franchement, bravo pour ce que tu as mis en place. N'hésite pas à nous dire en commentaire de cette vidéo ce que tu ferais avec tout cet argent. Je suis honnêtement hyper curieux de savoir ça. Et, euh, et voilà, j'espère qu'en tout cas que j'ai pu répondre à toutes tes questions. Tu n'hésites pas aussi à m'envoyer tes questions sur Instagram, hein, vraiment, je suis là pour ça. J'espère aussi que ça a été clair. Hésite pas à me dire dans le commentaire, enfin toi, tous les gens qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me dire euh, si vous aimez ce genre de vidéo. Moi j'ai préparé 5 profils, donc savoir si je continue ou pas ce format-là. Et si vous avez envie que je rentre peut-être plus en détail sur certains aspects ou quoi. Ok, donc on se dit à très vite. Ciao.